Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense que oui. Merci de l'invitation, merci d'être venus si nombreux pour écouter quelques histoires ce soir. Histoire d'une quinzaine de projets sur les 15 dernières années avec Julien Chopin depuis que nous avons lancé cette aventure de concepteurs, d'architectes, mais vous allez le voir en essayant de pousser la question de la frontière, de la limite et de la discipline. Et donc l'idée c'est de vous raconter ces histoires-là, de vous les raconter selon 5 axes principaux. La question du champ d'abord, de la discipline. Qu'est-ce qu'être architecte? Est-ce qu'on nous demande souvent, vous êtes architecte d'intérieur ou d'extérieur? On nous demande aussi si quand on fait des objets c'est de l'architecture, est-ce que faire une chaise c'est de l'architecture? Donc on va parler un petit peu de ce sujet-là, parler de ce qu'on appelle les urbanismes furtifs, c'est des choses qui nous intéressent assez fortement, la question de la permanence de la ville, où on est habitué dans des villes européennes à une grande lourdeur de rapport au temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi de possibles? Des addictions ferroviaires, qui sont aussi, vous allez voir, une de nos addictions justement, la question des commanditaires. On ne fait pas de bons projets sans bons commanditaires, ça on en est chaque jour convaincu. Et puis enfin la question des ressources inespérées, vous en avez parlé en introduction, c'est un enjeu à la fois passionnant, éminent, réellement d'actualité, et donc voilà un petit peu le programme. Donc on m'a proposé de vous raconter ces histoires-là pendant une petite heure, ensuite pouvoir avoir un temps d'échange. Donc si tout le monde est bien assis, si tout le monde voit bien, c'est parti, on y va. Voilà. On va commencer par quelques images un peu comme ça pour prendre l'air. Peut-être une caractéristique de notre métier, c'est la question le fait de s'adapter à des situations très différentes. C'est-à-dire qu'on doit toujours s'adapter, soit à un contexte, soit à un interlocuteur, soit une personne avec qui vous avez un rendez-vous, à qui il faut dire une façon, à qui il faut parler d'une certaine façon. Et puis, donc voilà, cette image-là, pour nous, elle raconte un peu ce besoin de savoir s'adapter aux situations. On définit aussi notre métier. Ça va le son? J'ai l'impression que ça coupe un petit peu. C'est bon? Vous entendez bien? Okay. On définit aussi notre métier comme celui de guide de haute montagne. C'est-à-dire qu'on va accompagner des commanditaires, on va accompagner des gens qui ont un besoin, mais on ne va pas les porter tout seuls en haut de la montagne. On ne va pas les prendre dans notre sac à dos, on va plutôt leur montrer les chemins, les pièges, les risques. Et donc cette image-là, pour vraiment raconter cette histoire de l'accompagnement, l'effort est un effort collectif. Et nous, en tant que concepteurs, on ouvre des voies, mais on n'est pas là pour porter la totalité du fardeau, ou en tout cas de l'acte de gravir pour arriver en haut de la montagne. Dans ces missions-là, il y a le rapport au temps qui est très important, surtout aujourd'hui où en quelques secondes on envoie un mail à l'autre bout de la Terre, etc. On voudrait construire des bâtiments comme on envoie des mails, mais malheureusement ce n'est pas possible et ce n'est d'ailleurs pas souhaitable. Ici on a une image d'un bâtiment qui a été construit trop vite en Chine et donc les fondations n'ont pas supporté la construction du bâtiment. Une fois qu'il a été terminé, il s'est couché et là on est en train de le démolir, de le casser parce qu'en fait on l'a construit trop rapidement. Donc ça aussi c'est très important. Il y a certainement peut-être des élus, des maîtres d'ouvrage, des commanditaires dans la salle et ce rapport au temps il est vraiment très très important. Je salue par ailleurs Gilles Perraudin, qui est un architecte lyonnais émérite, qui est dans la salle, et c'est un honneur de l'avoir ici, parce qu'il parle aussi très très bien de ce rapport au temps et de ce rapport à la construction. Le rapport aussi à l'argent, parce que ça c'est aussi quelque chose de central, c'est quelque chose avec lequel on a parfois des difficultés à aborder le sujet. Là c'est une installation artistique d'un artiste d'origine italienne, suisse, Giacometti, qui en fait avait décidé d'installer la totalité de son budget de production avec des billets de banque représentant la totalité du budget, et donc la pièce était uniquement le fait d'afficher le montant qu'il avait pour faire l'œuvre. Donc là on est vraiment dans un rapport de rendre visible le budget, et ça vous allez voir, ça va être dans différents projets un aspect très très important. Et enfin la question de l'équipe, je suis aujourd'hui là pour vous raconter ces histoires-là, mais ces histoires-là ont été faites par une équipe nombreuse, soudée, généreuse. Aujourd'hui on est une douzaine de personnes à défendre un peu ces sujets, en tout cas à tous les jours faire en sorte que les choses aillent mieux, ou en tout cas aillent de mieux en mieux. Et donc ça c'est aussi très important de raconter ce rapport-là. Donc on y va sur cette première catégorie. La question d'une des premières commandes qui nous avait été passée était donc pour un festival d'art public à Bruxelles. Et en fait, on nous avait demandé de travailler entre deux places de Bruxelles, une place très touristique et une place très populaire, avec un budget de 8 000 € pour occuper 700 mètres linéaires. Donc du coup, c'était très difficile d'imaginer construire quelque chose. Et donc notre réponse à ce sujet, à cette question posée, était d'imaginer un nouveau moyen de transport, une espèce de vraie histoire qui soit à la fois bien sûr un détournement. Et donc on a dessiné comme ça un équilibre
équipages, avec des dromadaires, avec des objets permettant d'embarquer à bord pour transporter les gens en simulant que la ville de Bruxelles testait un nouveau moyen de transport. Donc on était à la fois dans la blague belge, dans le côté un peu loufoque, on est presque dans le théâtre de rue, et en même temps le thème du festival était ville, tourisme et réalité. Et donc ce qui nous intéressait, c'était aussi de décaler une pratique touristique qu'on peut faire au pied des pyramides en Égypte, de dire si j'amène cette pratique-là, exactement la même à Bruxelles, qu'est-ce que ça raconte. Donc voilà, c'est aussi des choses qui nous intéressaient. Dans ces collages-là, on est vraiment dans une espèce d'idée très simple, de dire je prends une pratique, je l'amène dans une ville différente et qu'est-ce que ça génère. Et puis il y a cet animal magnifique, le dromadaire, qui ne fait pas de bruit, qui a des coussinets. On était à 3 mètres de haut, donc du coup on a un autre point de vue. Donc c'était vraiment aussi ce rapport à l'animal qui est pour nous un des enjeux de la ville aujourd'hui. On a totalement évacué les animaux de nos cités et on pense qu'il faut absolument trouver des moyens de les ramener parce que l'homme est trop lié à l'animal pour l'oublier ou pour juste le manger en steak haché, congelé. C'est pas tout à fait souhaitable. Une deuxième commande qui nous avait été faite par le Centre d'architecture Arc en Rêve à Bordeaux était de concevoir une petite architecture pour parler d'architecture aux enfants. Donc ça aussi, c'est un sujet intéressant de savoir comment on arrive à raconter ces histoires-là et comment l'espace est quelque chose que l'on peut travailler, que l'on peut partager. Et donc on n'avait pas trouvé d'idée, parce que c'était vraiment une carte blanche, et donc on avait proposé de partir en voyage avec les honoraires. Et on leur avait dit on va aller en Chine, et on est sûr qu'en partant en voyage, on va ramener un projet. Donc ils nous avaient dit, bon, vous nous le faites un peu à l'envers, entre guillemets, mais ok, on y va, on vous croit. Et donc on était partis avec Julien Chopin, tous les deux, dans un pays que nous ne connaissions pas, pour se mettre en quête de la micro-architecture perdue. Et donc on regardait tout ce qui allait pouvoir nous inspirer, en ayant constaté, en ayant beaucoup voyagé, que dès qu'on était en voyage, on avait plus d'idées que quand on était chez soi, devant son ordinateur ou à son bureau. Et donc on regardait à la fois la dernière architecture d'Herzog et de Meuron, et puis des cages à poules assez similaires. Et on s'est arrêté sur ces deux images. Sur la gauche, un vendeur de filets de pêche qui nous a intéressés par rapport à la matérialité du filet replié. Et sur la droite, une technique traditionnelle de botte de paille, où en fait on vient planter un mât central et puis ensuite on vient répartir les épis de part et d'autre. Et à partir de ces deux idées-là, on a dessiné ce projet qu'on a appelé Chinoiserie, qui était un petit kiosque, une petite architecture très simple, en bois et en filet, avec justement des couches de filets qui venaient faire une opacité, avec une couche en bas et puis une dizaine de couches en haut. À l'intérieur duquel nous avons ajouté un usage, ça aussi vous allez le voir, c'est vraiment central dans nos questionnements, de dire on n'est pas là juste pour faire des espaces qui soient jolis, ou qui soient sympas, ou qui soient, je ne sais quel autre mot, mais on cherche chaque fois à questionner le rapport à l'usage et qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire. En partant du principe que si on n'offre pas quelque chose à y faire, il y a peu de chances que les gens viennent au milieu d'un parc juste regarder ce qu'on pourrait appeler une œuvre. On n'est pas du tout dans ce registre-là. Et donc là, on avait décidé de répartir une douzaine de hamacs de manière concentrique, qui donnait aussi la géométrie et la dimension du bâtiment. Un hamac que l'on retrouve dans un projet plus récent pour le domaine de Chamarande, où là on est dans un château classé avec un grand parc qui invite une dizaine de concepteurs à faire des installations dans le parc. Et donc lors de la visite du site, on s'arrête en fait sur cet objet-là, qui est une table de pique-nique, la table classique de pique-nique, d'aire d'autoroute, et on se rend compte qu'ils en ont une centaine. Et donc du coup, on décide de faire un projet à partir de ce qui est déjà là. Donc ça qui va être aussi une de nos préoccupations majeures, c'est de dire comment faire le maximum d'effets avec le minimum de matière, d'impact, de budget, vraiment dans cette recherche d'économie. Cette recherche aussi de bricolage, du bricolage au sens dont Lévi-Strauss en parle. Un bricolage, ça ne veut pas dire que c'est mal fait, ça veut dire qu'au contraire, c'est fait avec les données qui sont présentes et avec une intelligence opérationnelle. Et donc là, on décide de retourner ces tables de pique-nique et de venir uniquement leur ajouter un élément horizontal et puis deux pieds qui vont permettre sa stabilité. Et donc on garde l'objet tel qu'il est, on lui ajoute des éléments, et donc on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre, et en le retournant, on lui trouve un autre usage. Encore une invitation du MUDAM pour une opération Design City au Luxembourg, où là, on se retrouve un peu dans le cas de figure identique, où il y a un sujet très libre, il y a un budget relativement contraint. Et donc là, on décide de travailler une notion que l'on découvre un peu par hasard, qui est la notion de Overshoot Day. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, on souhaite vous la partager, en fait, qui est le rapport à la consommation mondiale que nous avons, en considérant que dans les années 70, la population mondiale consommait en une année ce que la Terre pouvait régénérer l'année d'après. En 2013, on consomme plus parce qu'il nous faudrait une planète et demie
pour que le mode de vie qu'on a aujourd'hui puisse perdurer. Et si on ne change pas nos façons de faire, en 2050, il faudra 3 planètes. Donc tout le monde sait que bien sûr les 3 planètes, on ne les a pas, et donc qu'il va falloir trouver d'autres façons de faire. Et donc la notion de overshoot day est le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour de l'année à partir duquel on considère que collectivement on vit en crédit écologique par rapport aux ressources. Donc en 2015, c'était le 12 août, c'est-à-dire que tout ce qu'on a consommé après le 12 août ne permettra pas de se renouveler, c'est-à-dire qu'on a mangé trop de poissons par rapport à la capacité des bancs de poissons à se renouveler, on a coupé trop d'arbres par rapport à la capacité des forêts à pousser. Donc ça, c'était une notion qui nous a interloqués, qui nous a questionnés, et donc on a décidé d'en faire une installation qui soit à la fois à 2 niveaux de lecture, à la fois des balançoires au niveau inférieur, donc vraiment un objet de l'enfance, de l'insouciance, un objet très simple en bois. Et puis ce mot au-dessus, un peu étonnant, qu'elle ait questionné à la fois la personne qui pousse son enfant et puis qui tout d'un coup se dit mais qu'est-ce que c'est ce mot, et à côté on expliquait. Voilà. Donc là on est aussi dans une espèce de, on va dire que c'est un message assez subtil, c'est-à-dire que vous pouvez passer devant sans absolument vous poser la question, mais on pense aussi qu'il n'y a pas de raison que les gens ne se posent pas de questions, et en tout cas il n'y a pas de raison de proposer une lecture de ce qu'on peut faire dans l'espace public. Donc voilà, donc il y avait cette double histoire très simple sur un équipement. Là aussi, pour la petite histoire, souvent ces projets-là, on nous demande pour des durées assez courtes, de l'ordre de 2, 3 ou 4 mois. Et en fait, à chaque coup, ça dure. Donc ça aussi, c'est une stratégie assez intéressante, c'est qu'on est prêt à faire beaucoup d'essais ou de tests dans des durées temporaires. Et par contre, quand ça marche, on les prolonge. Donc les tables à Mac, par exemple, ça fait 3 ans qu'elles sont dans le château de Chamarande, et puis la balançoire également. Une autre tentative qui est liée au rapport à l'économie, où on s'est appuyé sur une citation de l'ancien maire de Coritiba au Brésil, qui disait qu'on ferait sûrement des meilleurs projets si on enlevait un zéro à leur budget. Alors je vois des gens qui lèvent les yeux, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on considère que en fait, la quantité d'argent qu'on aurait nous empêcherait d'être créatifs. Et donc au lieu d'avoir 100 000 euros, si je faisais avec 10 000 euros, quel projet je ferais? Et donc là, on a décidé de s'appliquer à nous-mêmes ce sujet-là. Alors je parle de montant de travaux, pas de montant d'honoraires. Donc ça aussi, vous allez voir, c'est-à-dire qu'on ne touche pas aux honoraires, parce que les honoraires, c'est pas juste pour acheter des voitures, parce qu'on n'a pas de voiture. Les honoraires, c'est pour travailler, concevoir, faire dignement notre métier de créateur. Et donc, du coup, on se retrouve avec des pourcentages énormes, parce qu'on enlève un zéro au budget de production, mais on garde le montant d'honoraires. Et donc là, on avait 12 000 euros de production, et on a décidé de faire un projet avec 1 200 euros. Et donc le sujet qui nous était proposé était de travailler les marchés de pays. Dans un centre d'art qui s'appelle La Cuisine, qui est pas loin de Montauban dans le sud-ouest, dans le Tarn-et-Garonne, nous questionner sur le rapport au marché de pays. Donc c'est le marché du jeudi matin ou du lundi matin, vous allez acheter vos légumes, ou en tout cas avec cet ancrage territorial très fort. Et donc, ils voulaient qu'on leur dessine une espèce de mobilier, de stand roulant, cette idéologie toujours de faire des petits trucs pas chers, mais qui vont être magnifiques. Et nous, on leur a dit, en fait, non, ce qu'on veut, c'est parler des gens qui font ce métier-là. Et donc, on a dessiné un portant très simple pour prendre en photo, en fait, ces vendeurs en leur demandant de choisir un produit qu'ils étaient venus vendre. Et donc du coup, plutôt que, vu qu'on avait un tout petit budget, c'est nous-mêmes qui faisions les photos avec notre téléphone. On envoyait la photo au photographe du village qui lui-même l'imprimait, et dans l'heure, on l'a donné à la personne qu'on avait pris en photo. Donc une espèce d'économie de moyens comme ça, où on est juste là pour nous questionner sur le sujet qui nous est posé, mais où on n'est pas dans une débauche de moyens de faire un truc qui se déplie avec un chapiteau, etc. Parce qu'on sait que c'est des fausses bonnes idées, qu'on n'arrive jamais à les faire, et qu'en plus, souvent, le budget, même s'il est important, ne le permet pas forcément. Donc ce qui était intéressant, c'est que l'inquiétude de nos commanditaires était de dire mais si on n'utilise pas l'argent, on ne l'aura pas l'année prochaine. Donc on leur a dit bon, vous n'êtes pas obligé de dire qu'on ne l'a pas utilisé, mais en tout cas, voilà, on a trouvé après une façon de faire différemment. Et tout ça pour donner ensuite lieu à une exposition qui rendait vraiment hommage pour le coup à ces gens-là, et qui montrait 300 producteurs maraîchers, éleveurs, vendeurs, qui ont été présentés dans les différents lieux où on les avait pris en photo. Une autre invitation était celle de la question de l'habitat d'urgence. Donc là, on change vraiment de sujet. Ça faisait suite à un grand séisme qu'il y avait eu en Chine en 2008, dans la province du Sichuan, où là, ils avaient souhaité questionner ce rapport à l'habitat minimal, en quoi les concepteurs peuvent, face à des situations de crise très, très violentes, répondre ou pas, ou en tout cas questionner, travailler le sujet. Donc nous avons décidé de questionner ce sujet-là. On se méfie
très souvent du mot solution. Sur des sujets aussi complexes que ça, il n'y a pas de solution. Mais par contre, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas chercher des expérimentations. Ce n'est pas pour ça qu'il faut éviter de les travailler. Et donc là, on a dessiné une espèce de mini caravane que l'on peut tirer à la main, qui dans un sens permet de se déplacer en la tirant, et dans l'autre sens, une fois que vous la retournez, retrouve une stabilité et vous permet de vous reposer et de dormir à deux personnes en sécurité. Et donc pour cela, on s'est rapproché des enfants de Don Quichotte, on a fait des maraudes en se rendant compte qu'à l'autre bout du monde, il y avait des gens qui n'avaient pas de toit, mais dans notre ville et dans les villes où nous habitions, la situation était identique. Et donc on a nous-mêmes expérimenté le fait de dormir dehors, d'être dans le froid, le fait de ne pas être en sécurité. Et donc on a fait 3 prototypes différents comme ça, ce prototype étant le dernier, avec lequel nous sommes allés à Barcelone, à Munich, en Suisse, pour expérimenter ce rapport au minimum vital, entre guillemets. On a plusieurs groupes d'étudiants qui nous l'ont aussi emprunté pour expérimenter ce rapport à la survie, ou en tout cas à la vie dans des conditions extrêmes. Donc vous voyez que là, sur cette première partie, on pourrait dire, où est l'architecture en fait? Est-ce que c'est vraiment de l'architecture? Alors ça, c'est une question aussi qu'on a arrêté de se poser à nous-mêmes, en disant que nous avions une formation d'architecte, de concepteur, mais que ce mot-là, il était peut-être un peu trop imposant et qu'on n'avait pas envie de questionner constamment le rapport au fait de bâtir ou de ne pas bâtir. Et en tout cas, pour nous, ces projets-là font totalement partie de notre méthodologie de travail telle qu'on l'a conçue après avoir étudié dans des écoles d'architecture. Donc c'est plutôt ce rapport au métier que nous aurons qu'à la discipline en tant que telle. Vous allez le voir également sur cette deuxième partie d'urbanisme furtif. En fait, sur 4 projets d'échelle très différentes, on se retrouve à tomber sur une photo satellite de la capitale mongole qui s'appelle Ulaanbaatar, qui est la dernière capitale mondiale, en tout cas la dernière capitale à s'urbaniser, où on a un peuple traditionnellement de nomades sur un pays qui fait 11 fois la France pour 3 millions d'habitants. Et donc on a une ville comme ça qui en une dizaine d'années, explose totalement par rapport à un exode rural massif et explose notamment par rapport à tous ces petits points blancs que vous voyez qui sont la yourte, l'habitat traditionnel mongol qui a des millénaires d'existence, qui est d'une intelligence totalement incroyable, d'une légèreté et d'une technicité vraiment très très importante. Et en fait, cet objet-là permet à un habitant de la campagne ou de la steppe de venir en ville le matin de construire la yourte et l'après-midi d'être urbain. Donc si vous voulez, c'est un accélérateur d'urbanisation totalement hallucinant. Donc du coup, on se retrouve avec des enclos qui sont une espèce de simulacre de steppe, mais qui ne sont pas du tout à l'échelle de l'immensité de la steppe. Et on a ces objets-là qui fonctionnent très très bien quand on est dans un territoire ouvert, avec un rapport aux éléments très particuliers, mais qui, une fois amenés en ville, bien sûr, ne marchent pas du tout, parce que ça devient quasiment des prisons dans lesquelles on ne peut pas sortir. Enfin, ça pose énormément de soucis. Et donc, du coup, on a décidé de travailler ce sujet-là et de se questionner sur cette ville mongole, avec à la fois des opérations immobilières d'envergure totalement incroyable, et puis ce rapport entre tradition, modernité, passé communiste, hypercapitalisme lié à la richesse du sous-sol, qui fait que les années où nous étions, la Mongolie avait un taux de croissance de 14%, donc vous imaginez un peu l'évolution, on y est allé 6 fois en 5 ans, donc on a pu vraiment mesurer cette accélération. Et donc nous y sommes allés avec des étudiants de l'école spéciale d'architecture pour vraiment questionner ce rapport à l'espace et à ces transformations, comme un laboratoire un peu de recherche de ce que la ville mongole peut nous apprendre, ou en tout cas de ce que cet habitat en transformation peut nous apprendre. Cette image que nous aimons beaucoup avec ce cavalier qui a un niveau à bulles dans sa main gauche, qui s'en sert de cravache, donc un mélange aussi à la fois d'horizontalité, puis de double sens aussi, qui est un petit clin d'œil au fait que rien n'est vraiment droit en fait, au final. De la même façon, mais vraiment par rapport à une toute autre situation, nous avons été lauréats d'un concours pour concevoir le musée des Vieilles Charrues. Donc le musée du Festival des Vieilles Charrues. Le Festival des Vieilles Charrues, c'est le plus grand festival de musique de France, en Bretagne, en Centre-Bretagne, qui est un lieu vraiment très fort.
Et donc, il y avait la volonté de pouvoir raconter cette épopée, une fierté aussi de raconter cette histoire. Et donc là, vous avez le site en version festival, et puis vous avez le site le reste de l'année. Donc 4 jours par an, on a le festival, et puis le reste du temps, on n'a pas grand-chose. Et donc du coup, la question est de savoir comment on peut raconter cette immatérialité-là. Est-ce qu'on peut, et la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut faire un musée d'un festival? Est-ce que ça a du sens? Alors après, on pourrait dire que chaque musée raconte une histoire soit passée, soit différente. Donc on a décidé de se poser cette question-là. Donc à la fois on a dessiné, alors il y avait un bâtiment existant, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, parce qu'en plus c'est un projet qui ne s'est pas fait, parce que vous allez voir, il y a aussi des projets qui ne marchent pas. Hein. Et là, entre autres, parce que pour un problème de budget, ou le budget qu'on avait annoncé avait toujours été annoncé hors taxe, alors que pour les commanditaires, c'était TTC. Donc au lancement du chantier, ils ont dit en fait, il nous manque 20% de budget, parce que depuis le début, on pensait que c'était TTC. Donc ça s'est arrêté, tout simplement. Mais par contre, on a travaillé, et c'était peut-être la partie la plus intéressante, sur le contenu de ce musée. Souvent, la question qui nous est posée en tant que scénographe ou en tant que concepteur d'un espace, c'est de mettre en scène du contenu, mais souvent le contenu n'est pas vraiment là. Et donc on pense que vous allez, par vos outils, remplacer cette absence de contenu. Et donc là, on a décidé de produire du contenu. Et donc on a fait par exemple une série photo assez incroyable de ces milliers de personnes qui arrivent au festival, donc qui se garent très très loin parce qu'il y a des parkings immenses. Ça devient le plus grand camping de France, il y a 25 000 personnes. C'est vraiment des échelles hallucinantes. Et donc on a fait une série photo des gens qui arrivent avec tout leur matériel, et puis des gens qui repartent après 4 jours de fête. Donc vous avez aussi des changements d'attitude, d'épuisement. Et donc ça, on l'a fait vraiment de manière très très sérieuse avec un studio photo portatif, voilà, pour vraiment produire ce contenu-là. Autre échelle d'un festival de grande dimension, le festival Burning Man aux États-Unis. Donc c'est dans un désert du Nevada, sur un ancien site d'un lac asséché, où se retrouvent pendant une semaine, donc là c'est encore un step plus loin, 70 000 personnes. Pour une expérience multiple, variée, diverse, une espèce d'auto-enfermement dans un camp, on pourrait dire, hein, quelque part, si on voulait le regarder. Donc on peut dire que c'est totalement absurde à l'heure où des camps de gens qui n'ont pas le choix se produisent à divers endroits de la planète, mais qu'aux États-Unis, on décide de se mettre dans un camp. Donc ça, on est en train d'écrire un petit essai là-dessus. Mais en tout cas, on a voulu se confronter à cette ville éphémère de 70 000 personnes, qui a des principes assez radicaux, comme aucun échange d'argent. Donc c'est-à-dire que tout est basé sur le don. On ne peut rien acheter, on est obligé d'échanger pour manger, pour se déplacer, où il n'y a pas de véhicule à moteur, donc tout le monde se déplace à vélo, où il n'y a pas de réseau de téléphone, donc on est obligé de se rappeler comment on se retrouvait avant quand on n'avait pas de portable, et de se donner des rendez-vous. Voilà, donc il y a cette expérience-là, et puis il y a aussi une espèce de liberté de conception et de création, avec des espèces d'architecture totalement... je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, mais c'est vraiment quelque chose... c'est un lieu assez atypique. Quand on n'y est pas allé, on ne peut pas en parler, et quand on y est allé, on a du mal à en parler également. Donc, à part, voilà. C'est un peu particulier comme endroit, mais nous, ça nous a... On y est allé vraiment avec les yeux de l'anthropologue qui essaie de comprendre ce fonctionnement, de comprendre aussi pourquoi la société américaine a besoin de ces espaces de décompression, qu'est-ce que ça raconte, notre rapport à la conquête spatiale, même de se convaincre que dans le désert on peut habiter. C'est pas du tout écologique parce qu'il y a des énormes groupes électrogènes qui permettent à toute cette méga ville de fonctionner. Mais voilà, on était en tout cas avec Julien très attirés parce qu'on allait pouvoir apprendre de ce sujet-là. Donc on était aussi nous-mêmes, ah oui, et aussi et 95% des gens sont déguisés, ou en tout cas sont dans une espèce d'invention de ce qu'ils sont, donc c'est à la fois un carnaval, c'est plein de choses différentes. Dernier urbanisme temporaire ou furtif, vous avez certainement entendu parler de la COP21. Pour avoir évité ce mot-là, les derniers mois, il a fallu vraiment que vous soyez très loin dans la steppe. Mais donc, il se trouve que nous avons répondu au concours d'aménagement du site du Bourget pour accueillir la COP21, qui a accueilli pendant 15 jours 40 000 personnes sur le site de l'aéroport du Bourget, que nous avons donc gagné ce concours, qui était un concours un peu particulier où on nous demandait un concept scénographique
de savoir comment on allait pouvoir accueillir 195 pays, 120 chefs d'État pour parler du réchauffement climatique et de la réduction des gaz à effet de serre. Donc un sujet très sérieux, une ambition, le plus gros événement que la France ait organisé depuis des décennies, avec tout un tas d'enjeux très, très, très complexes. Et donc nous, on est sur une vingtaine d'hectares, donc 200 000 m², avec 80 000 m² qui sont existants, qui sont ces halles du Bourget, et puis 80 000 m² qu'il faut dessiner, concevoir, imaginer. Donc un travail à la fois d'urbanisme éphémère, de dire comment on permet que cette ville-là fonctionne, et comment aussi on permet aux négociateurs d'être dans des bonnes conditions de travail, parce que c'est peut-être ça aussi qui est en jeu. Et donc, on gagne cet appel d'offres, on travaille avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'écologie, et donc on travaille sur différentes pistes, du confort, on met au centre de nos préoccupations le confort, les matériaux aussi, de dire, on a un budget de 60 millions, est-ce qu'on est obligé de faire comme d'habitude en événementiel où on achète des choses neuves, on s'en sert 3 jours et puis on met tout à la poubelle? Est-ce qu'on peut aller chercher des matériaux qui sont déjà utilisés, ou en tout cas trouver des utilisations futures? Donc tout le monde nous dit, oui, c'est fantastique, elle est très très bonne idée. On présente ça aux Nations Unies, parce que quand même c'est les Nations Unies au final qui valident. Et donc là, on a d'énormes compliments sur le projet. Et ensuite, après le projet, on nous dit, mais en fait, maintenant que vous nous avez donné toutes ces idées, on n'a pas vraiment besoin de concepteurs. On va faire comme d'habitude. Et donc tout simplement, on nous dit qu'il n'y aura pas de mission de suivi et qu'ils ont suffisamment avec notre cahier, avec notre PDF de 80 pages pour mener à bien cette opération. Donc ça a été, vous imaginez, très, très difficile. Alors là, je vous le fais en raccourci, parce que sinon, je pourrais faire une conférence entièrement sur cette histoire-là, avec des anecdotes vraiment incroyables, mais ce sera un autre sujet. Et donc, juste pour finir cette histoire-là, en gros, donc on propose un aménagement global, mais surtout on propose 2 choses. C'est une séquence d'entrée en disant qu'il faut vraiment qu'il y ait une première impression assez forte quand les gens descendent du bus ou des navettes, et puis un bâtiment qui doit être le bâtiment principal, où vraiment la salle plénière, où vont vraiment se réunir les 2000 personnes, qui lui ne peut pas être une tente classique, et donc on propose de dessiner un bâtiment en bois massif, en CLT, qui serait une espèce de cathédrale païenne pour le climat. Et donc là, vous avez à gauche le projet tel que nous l'avions dessiné, et puis là, vous avez la réalité à droite. Donc on peut voir que les petits kiosques en bois ont été quand même gardés, hein. Vous voyez que je vais pas. Donc nous, on a trouvé que ça ressemblait plutôt à des barils de pétrole qu'à des drapeaux, mais voilà. Donc ça, c'était par exemple un exemple qui est un peu risible, on peut dire, mais bon, en fait, peu importe. Et par contre, sur la salle plénière, là, ça a été beaucoup plus difficile, parce qu'en fait, on est allé très très loin dans les études, parce qu'ils nous ont dit, bon, ok, tout l'aménagement, on n'a pas besoin de vous, parce qu'en gros, on va faire comme d'habitude avec nos aménageurs classiques. Par contre, le bâtiment en bois, on aurait besoin de vous. Donc là, ils nous ont commandé une étude de faisabilité, où on est allé à un niveau très très défini, de plans, d'exécution, de charpentiers qui s'engageaient à le réaliser dans un timing de montage. On devait le faire en 12 semaines. Enfin, c'était vraiment 3500 m², vraiment des contraintes très très fortes. Et puis là, on nous a dit, en fait, on va pas faire ce projet-là, donc c'est abandonné. Donc on a reçu une lettre nous disant que c'était abandonné. Et puis en fait, ils l'ont fait quand même, hein. Et donc là, ça a été la deuxième violence du sujet, parce que, alors vous allez dire, c'est pas exactement la même, voilà. Mais bon, on remarque que voilà, il y a quand même exactement le plan d'aménagement, que alors le bois lamellé-collé est un peu plus rouge que le bois qu'on avait imaginé, qui était plus clair. Mais bon, globalement, voilà. Là, on en rigole un petit peu, mais ça a été quand même vraiment une histoire assez dure, avec une maîtrise d'ouvrage public, avec 2 ministères, avec la présidence de la République, où surtout on a découvert que les questions et les problèmes qu'on pouvait avoir à des tout petits niveaux, en fait, étaient les mêmes à grande échelle. Donc c'est à la fois pas très encourageant, c'est même très rageant, c'est pour ça que c'est un sujet dont il faut aussi parler. Voilà. Après, on a décidé que la COP21 n'avait peut-être pas besoin d'une compte publicité, donc des gens nous ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas attaqué les avocats, nanana. Voilà, nous on pense que notre métier, c'est pas faire des procès, c'est plutôt faire des projets, mais voilà, donc on a décidé de continuer, mais en tout cas, on trouve important de vous raconter cette histoire-là, parce qu'elle a quand même été d'une grande violence, et je pense qu'on l'aurait vécu il y a 5 ou 6 ans en étant un peu plus jeune, ça nous aurait tué, quoi. On aurait vraiment tout abandonné, parce que ça a été très très dur. Et voilà un petit tweet de Ségolène Royal dans la salle plénière, avec Barack Obama à la tribune, donc pour montrer aussi. Et du coup, même on n'a pas eu vraiment accès. Alors à la fin, on a quand même réussi à y aller, mais du coup, on suivait sur les réseaux sociaux ce qui se passait. Donc c'était aussi une espèce de mise à distance du projet assez intéressant. C'est bon, on continue? Ok. Alors je bois un tout petit peu,
pour les addictions ferroviaires. Pardon? Ah, excusez-moi, pardon. Depuis le début, tu aurais dû me le dire avant. Alors, les addictions ferroviaires, en fait, c'est une passion pour le chemin de fer qui vient de qui a sûrement différentes raisons. La première raison, c'est que venant avec Julien du Sud-Ouest et ayant fini nos études à Paris, on s'est beaucoup retrouvé dans ces transports ferrés. Et puis, on s'est en fait passionné pour ce rapport au réseau, au déplacement, à la vitesse, en transport collectif. Et aussi, on s'est aussi questionné sur le rétrécissement de ce réseau. À un moment où on pense qu'il faudrait vraiment, au contraire, le valoriser pour lier des territoires entre eux et qu'il n'y a pas que le TGV. Donc là, on voit la carte entre 1910-30 où on avait vraiment toutes les petites gares qui étaient un réseau incroyable, qui innervait le territoire français. Et puis on a la carte aujourd'hui que vous connaissez par cœur où il faut aller très vite d'un point A à un point B, mais entre les deux, le moins on s'arrête, le mieux on se porte. Et donc tout ça, c'est des choses qui nous questionnent en tant que citoyens et qu'architectes, mais en tant qu'habitants en fait, de zones aussi qui sont très peu desservies, parce qu'en fait, nous, on vient de là. Donc, nous, en fait, pour aller à Paris, c'est 7h30, 8h, voilà. Donc, bon, ce qui peut être pas mal, hein, mais voilà. Et donc, on a commencé à regarder les cours des marchandises des gares. Et ça a été notre sujet de diplôme à l'école d'architecture de Paris-La-Villette, où on a souhaité identifier des réserves foncières très justement placées, parce que souvent assez proches des centres-villes, parce que construites à une époque où la ville était encore assez réduite, avec des voies qui permettaient de desservir ces cours des marchandises, où on chargeait et déchargeait les trains de marchandises. Donc bien sûr, toute cette activité-là, c'est très largement arrêté, quasiment totalement. Et donc du coup, on a décidé de dessiner un équipement culturel qui pourrait, à partir de 5 wagons, se déplier dans ces cours des marchandises. Et donc c'était le projet Wagon-Seine, en référence au wagon-lit, avec l'histoire de l'inventeur des wagons-lits. Là, pour ceux qui s'intéressent au chemin de fer, George Nagelmaker, qui, au début du XXe siècle, invente l'idée de dormir dans un lit. Tout le monde lui dit, mais jamais de la vie, c'est impossible, on n'y arrivera pas, ce n'est pas pensable. Et puis après, bien sûr, ça devient la compagnie des wagons-lits qui va jusqu'à Venise, et puis bien au-delà, jusqu'en Iran même, on pouvait aller en train couchette. Donc voilà, on lit bien sûr avec beaucoup d'attention cette histoire incroyable. Et donc on dessine et on pense cet équipement mobile se déployant dans des espaces identifiés. Donc ça a été un sujet d'étudiant, mais que nous avons mené avec vraiment avec une énergie, une volonté de mettre autour de la table toutes les personnes capables de le réaliser. Et donc, suite à ça, on a une étude pour la DRAC Midi-Pyrénées, financée par la DRAC et la région Midi-Pyrénées, pour étudier à l'échelle de Midi-Pyrénées la totalité des gares. Donc on est parti visiter les 200 gares de Midi-Pyrénées et faire un relevé vraiment très précis de tout ce qui était possible. Alors cette version-là, c'est pas faite en tant que telle, mais quelques années plus tard, la SNCF est venue nous voir pour nous proposer de scénographier le train exposition des 70 ans de la SNCF. Donc ça, c'est aussi important pour les étudiants ou les jeunes architectes dans la salle. C'est aussi, à un moment donné, c'est les compétences que vous allez vous-même créer et générer qui vont faire que les gens vont s'intéresser à vous parce que vous aurez développé une spécificité. Et donc là, plusieurs années après, les mêmes personnes à qui on avait présenté Wagon-Seine et qui nous avaient dit « Ah oui, c'est sympa pour le coup », ils nous avaient vraiment dit ça, mais en disant « Ah mais non, c'est trop compliqué, on ne pourrait pas » parce qu'il y a toujours des raisons de trouver que les choses sont complexes. Mais du coup, les mêmes personnes étaient venues nous voir et donc on a pu aménager. Ça a été une de nos premières commandes qui était assez importante. C'était 1 million d'euros de scénographie pour une grande exposition qui parlait du monde ferroviaire et des artistes. Et donc on a aménagé 5 wagons. Donc on était sur les mêmes 5 wagons dans une exposition linéaire qui s'est déplacée dans 25 gares en France. Donc petit clin d'œil justement à l'histoire des projets, qu'est-ce qui fait qu'on vient vous chercher. Et autre histoire intéressante, c'est qu'après 15 jours d'exploitation, la totalité de la scénographie est partie à la poubelle. Et donc ça, on a vraiment vécu ça avec une violence rare. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais on a tellement travaillé, tout était tellement précis, les matériaux choisis, un budget incroyable, et en fait tout partait à la benne. Et donc quand on disait mais comment est-ce possible, tout nous disait mais c'est ça tout le temps, hein, les expositions. Voilà. Et donc ce rapport à la matière dont on va parler plus tard vient aussi de ce moment-là, où on a une espèce de violence, de la destruction de ce qu'on avait dessiné, pas en tant que tel, pas par rapport au dessin, on s'en fiche complètement, mais par rapport au gâchis et au gaspillage. Donc on a récupéré des matériaux qu'on a entreposés à l'agence dans la cave, mais en fait on n'avait pas assez de place, donc on n'a pas pu prendre grand-chose, mais en tout cas ça a été un moment assez fort de cette conscience-là.
Autre projet ferroviaire, dans le cadre de Marseille-Provence 2013, on nous propose de travailler sur une aire de jeu pour les enfants à la friche Belle de Mai. Donc la friche Belle de Mai, c'est une friche culturelle que vous connaissez certainement, pas très loin de la gare Saint-Charles qui est plus bas. Et donc quand on va sur site, on se rend compte que dans le béton, il reste des rails qui venaient desservir en fait les entrepôts. C'était une usine de fabrication d'allumettes. Et donc il y avait des wagons qui rentraient comme ça historiquement sur le site. Et donc, bien sûr, ni une ni deux, on propose un wagon. On se dit, ah, il y a des rails, il faut ramener un wagon. Et donc, on dessine une aire de jeu. Donc, on trouve un wagon déclassé qu'on ne peut pas amener par rail. Donc, on amène avec un camion, avec des grues, enfin, toute une histoire. Mais on vient le poser, par contre, vraiment sur ces rails existants. Et donc, à partir de là, une fois qu'on avait posé ça, on dessine un projet assez simple d'aire de jeu où on va dans les écoles du quartier de la Belle de Mai. Et puis, il y avait tout le temps le toboggan qui revenait. Donc, on décide, bon, OK, on va faire juste un wagon et des toboggans. Et ensuite, c'est les enfants qui vont imaginer le reste. Ça aussi, c'est très, très plaisant de dessiner une aire de jeu parce que, si vous voulez, quand vous inaugurez, quand vous ouvrez tout d'un coup l'aire de jeu, les enfants ne vont pas vous dire, j'adore ce que vous faites, mais soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et donc là, il y avait une espèce d'effet totalement incroyable où voilà, les enfants se ruaient sur l'équipement. Et donc du coup, il y a une espèce de rapport très très direct à tout ce que vous avez pu imaginer comme dispositif. Dernier projet ferroviaire, où là on se rapproche plus de la maîtrise d'œuvre en tant que telle. Il s'agit d'un marché public pour la construction du musée de la ville de Suresnes, dans la banlieue parisienne. Donc un musée de ville qui raconte l'histoire de la ville, où là il se trouve que le bâtiment à réhabiliter est une ancienne gare. Donc vous voyez, c'est à la fois un hasard et peut-être on ne sait pas. Et donc là on propose, donc il fallait réhabiliter ce bâtiment-là et en faire une extension pour accueillir les collections du musée. Et donc là, on propose un projet assez simple, assez radical, où on a uniquement une extension du mur de soutènement et on ne touche absolument pas au bâtiment existant, parce qu'on a de la pente, on est sur les collines de Suresnes qui descendent vers la Seine. Et donc ça, c'est le projet, ça c'est l'image du concours, et puis ça, c'est la réalité qui est assez proche de tout ça, mais qui a été très très compliqué à mener à bien pour différentes raisons. Donc ça c'est l'arrière, où il y a encore le tramway qui passe, donc on est vraiment en confrontation. Et peut-être le document le plus intéressant, c'est ce plan-là, qui est ce qu'on appelle un plan de synthèse. Pour les non-architectes, c'est le plan sur lequel vous superposez la totalité des contraintes électriques, fluides, de sécurité, de fondation, etc. Et en fait, on montre ce dessin-là pour montrer à la fois que c'est difficile de faire des bâtiments, et aussi pour parler de la difficulté qu'on a eu à le faire avec une entreprise générale qui a changé 12 fois d'interlocuteur. Donc c'est-à-dire que pendant 12 fois, on a eu quelqu'un qui était différent, qui ne connaissait pas le projet, qui avait perdu les plans de la personne qui était remplacée, parce qu'elle était partie avec l'ordinateur sur lequel il y avait tous les plans. Enfin, vraiment des histoires totalement hallucinantes. Et donc là aussi, c'est vraiment un combat qu'il faut mener contre les entreprises générales, entre guillemets, parce que pour l'instant, on n'a pas rencontré avec qui on avait réussi à travailler, parce qu'il y a une espèce d'éloignement de ce qu'ils font. Et donc, ils ont pris une quarantaine de sous-traitants. C'est-à-dire qu'on est dans un éloignement de la personne qui fait vraiment. Et du coup, on a changé 8 fois de peintre. Donc, le 7e peintre, il avait oublié la teinte du premier peintre. Donc en fait, voilà. Donc ça aussi, je pourrais faire un long sujet, un long débat là-dessus, mais c'est important en tout cas de vous montrer que, et en même temps, on n'a pas abandonné. À un moment donné, on a failli partir parce que vraiment, on pensait même qu'il y avait des risques de sécurité du bâtiment parce que les poutres n'étaient pas bien dimensionnées. On a réussi à vraiment faire en sorte que les choses aillent dans le bon ordre, et on a réussi à livrer ce projet-là, et notamment Sonia Vu, qui était l'architecte chef de projet, qui a passé 5 ans de sa vie en fait à faire en sorte que ce projet existe. Donc c'est pas si simple non plus. Il faut aussi parce que sinon ça serait facile de venir ici et de vous dire que tout est beau, tout est facile à faire. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Encore faut-il savoir avec qui on va faire des projets. Et donc ça fait écho un petit peu à la phrase de tout à l'heure. Il n'y a pas de bon projet sans bon commanditaire. Ça, on est vraiment de plus en plus convaincus. Et donc là, quelques projets qui parlent de ce rapport-là de confiance, à la fois les premières personnes qui nous ont fait confiance, parce que si quand vous êtes un jeune architecte, on vous dit « Ah, vous n'avez jamais fait de musée ? Ah, ben il faudrait d'abord avoir fait un musée pour faire un deuxième musée. » Mais si « Ah, vous n'avez jamais fait d'école ? Ben il faudrait déjà avoir fait une école. » Mais à un moment donné, il faut bien faire la première école, sinon vous ne pourrez jamais... voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très présent. Hein. Dans les appels d'offres, on vous demande des références, on vous écrit textuellement, vous devrez montrer que vous avez déjà fait plusieurs écoles, plusieurs hôpitaux, plusieurs... Voilà. Donc il y a des gens qui prennent des risques et qui se disent, ben voilà, ils n'ont jamais fait
de bâtiments flottants, on va leur en commander. Et donc là, il s'agissait de l'équipe de la Guinguette Pirate, qui avait aussi organisé un festival dans le parc André Citroën, pour lequel nous avions fait une installation très légère avec des ballons à l'hélium, où là, il y avait un budget vraiment minimum. On ne pouvait rien planter dans le parc André Citroën, dans le 15e arrondissement, et du coup, on avait juste proposé de détourner un objet du commerce et de répartir 500 zèbres au-dessus de la pelouse. Et quelques années plus tard, ces mêmes personnes nous viennent nous voir avec ce bateau, un bateau qui était un baliseur. C'est les bateaux qui vont en mer mettre des balises, comme on voit ici. Et il se trouve que c'est l'équipe qui avait fait la Guinguette Pirate et le bateau phare, qui étaient des lieux culturels dans des bateaux existants, qui ont été assez importants dans les années 90-2000, notamment pour la musique électronique, et qui souhaitaient avoir un troisième bateau, le Petit Bain. Et donc là, en fait, après avoir visité le bâtiment, après avoir fait quelques études sommaires, on s'est rendu compte que cette équation-là était absolument pas possible. Et c'est peut-être le seul schéma qu'il faut retenir ce soir, mais c'est le rapport entre le projet tel qu'il vous est demandé, le budget qu'on vous alloue, et puis le délai, le timing dans lequel on vous propose de le faire. Et donc là, on se rendait compte que, par exemple, la dépollution du bâtiment qu'ils avaient allait prendre les 3/4 du budget. Donc c'était totalement impensable de faire un équipement. Et qu'en plus, cet équipement ne répondrait pas à leurs besoins réels, parce qu'on ne pourrait pas le rendre accessible à différents types de publics, parce que la taille de la salle de concert ne permettrait pas l'économie du projet, etc. Donc on leur a dit, c'est pas possible. Et là, ils nous ont dit, mais ça ne peut pas ne pas être possible, parce qu'on ne peut pas faire un bâtiment neuf, parce que les bâtiments neufs, ça n'a pas d'âme. Et donc là, on s'est dit, bon, ok, bon, alors du coup, on va quand même essayer autre chose. Et donc là, on a commencé à dessiner leur projet idéal, sans leur dire qu'on allait faire un bâtiment neuf, alors que bien sûr, on allait le faire. Mais donc, on a commencé à faire un organigramme de comment, dans le meilleur des mondes possibles, il pourrait fonctionner. Et donc, on a dessiné une salle de concert avec une double hauteur. C'est à peu près une jauge un peu plus petite qu'ici, mais en version club, il y a 600 personnes, donc c'est quand même assez important. On a des loges à l'arrière, des bureaux, un restaurant, des cuisines, un studio d'enregistrement et une terrasse accessible, parce qu'on se dit que c'est quand même trop dommage trop bête d'être au bord de l'eau et puis de ne pas pouvoir avoir de vue sur l'eau. Et donc petit à petit, on arrive à les convaincre que c'est vers ça qu'on peut aller, que le budget permet aussi d'avoir un projet qui est vraiment au millimètre. On est vraiment dans une économie, on est à 1300 € le mètre carré. Enfin, pour ceux qui connaissent le flottant, c'est vraiment quasiment inatteignable. Et du coup, on conçoit, on dessine et on construit ce bâtiment qu'ensuite on remorque sur une trentaine de kilomètres. Donc ça, c'était un moment aussi assez fort, où il y a le projet qui se déplace comme ça sur la Seine, avec des pousseurs à l'avant et à l'arrière. Et on vient l'installer au pied de la Bibliothèque nationale de France, dans le 13e arrondissement, en faisant les dernières finitions ici. Et bien sûr, après 1 an et demi de chantier, 1 an d'études, etc., la question de l'identité ne se pose plus, parce qu'en fait, les commanditaires ont tellement été présents, ont tellement vu la chose se construire que voilà, il n'y a pas la question de savoir est-ce que ça a une âme ou pas. Bien évidemment, ça en a une. Et donc ça aussi, c'était aussi une histoire assez intéressante sur cette peur du neuf, qui est compréhensible par rapport à certains espaces qu'on peut voir, même ici, à Confluence, on peut se dire tout ça pour ça, ou si c'est ça le neuf, je préfère une vieille maison, un vieux château. Donc ça, on le comprend, mais on pense aussi qu'il y a d'autres approches qui sont envisageables. Je regarde juste le temps. Oups, je crois que c'est bon. Un autre projet sur aussi une relation très forte entre les personnes qui nous demandent le projet et puis la relation qu'on a réussi à avoir est un cinéma dans le sud-ouest, à Auch. Et donc ça, c'est pas le projet, ça c'est ce que sont les cinémas de manière générale dans nos villes et nos zones industrielles, parce que c'est maintenant là que sont les cinémas. C'est-à-dire qu'on prend une boîte à chaussures, on écrit cinéma dessus, il y a un parking au sol et puis voilà. Et donc nous, quand on nous demande de travailler sur un cinéma, on se dit mais comment on a fait pour en arriver là en fait? Et qu'est-ce qu'on a oublié, qu'est-ce qu'on a perdu? Donc par rapport à ça, on regarde un peu ces architectures de fronton, parce qu'un cinéma, c'est assez particulier, c'est un bâtiment de grande dimension mais qui n'a pas de fenêtre, vu qu'on veut faire le noir dedans, c'est comme un théâtre. Et donc on est obligé d'habiller des murs sans fenêtre. Et donc il y a bien sûr toute une architecture de ce fronton, de cette entrée qui a existé et puis qu'on a totalement perdu. Donc nous, on la regarde, donc ça aussi c'est un rapport très fort à la référence. En fait, quand il y a un nouveau projet, quand on se questionne sur un sujet, on essaie de mettre en mouvement deux choses. La première chose, c'est les intuitions.
C'est-à-dire qu'est-ce qu'on sent personnellement par rapport à des souvenirs de voyage, d'enfance, d'un endroit où vous êtes allé, d'une image que vous avez vue. Donc ça, c'est très personnel. Et puis des références, c'est des choses qu'on peut partager. Et du coup, on fait des boucles comme ça entre l'intuition et les références pour essayer de définir en tout cas l'objet, ou en tout cas sa correspondance, ses contours. Voilà, pardon. Et donc, on regarde les frontons et on regarde également les séchoirs à tabac, qui sont une architecture agricole du sud-ouest, là où on fait pousser du tabac et donc on doit sécher le tabac, et qui sont des bâtiments en bois non traités, qui deviennent noirs parce que le bois se met à griser et noircit. Et donc, on décide de travailler ces deux éléments-là en proposant, donc il y avait 5 salles de cinéma à faire, en proposant de faire 5 frontons différents. Donc 5 salles, 5 frontons, et puis un lieu particulier qui est le lieu d'entrée, qui lui est le lieu de la lumière. Là, on a les salles obscures, là, on a la lumière, etc. Et donc, on dessine ce projet-là. Là aussi, pour la petite histoire, mais ça peut avoir son importance. Donc, il se trouve que c'est une association qui n'a jamais construit quoi que ce soit qui est maître d'ouvrage, avec un bureau, donc une directrice très investie, et qui souhaitait qu'on réponde, nous confier directement le projet. Et nous, on leur conseille de faire un concours. On leur dit, alors tout le monde me disait, mais pourquoi tu leur proposes un concours? Ils viennent te voir avec un projet. Et en fait, c'était pour deux choses. C'était premièrement pour que nous, on se questionne vraiment sur qu'est-ce qu'on a envie de faire et quelle réponse on voulait apporter. Et par ailleurs, pour qu'on ait aussi une légitimité par rapport au projet choisi, et que pour l'ensemble des membres de l'association, ils aient choisi un projet et pas uniquement choisi le copain de la directrice ou une connaissance de... Parce que ma grand-mère venait du Gers, ce qui est vrai. Moi, j'avais une grand-mère qui venait du Gers, donc même si j'étais à Paris, il disait, ah ben oui, mais sa grand-mère, moi je voulais pas qu'il y ait ma grand-mère là-dedans. Donc je voulais qu'ils choisissent un projet. Et donc du coup, voilà. Et donc du coup, on a gagné quand même ce concours, mais vraiment sur projet. Et ensuite, c'est ce qui a aussi lancé tout ça. Et donc, par un aparté terminé, on se retrouve à construire ce bâtiment-là, où là, on est sur un bâtiment qui fait 3,5 millions d'euros de travaux, et on arrive à le faire en quasiment 2 ans, un tout petit peu plus que 2 ans, études et chantiers compris, avec quasi 80% d'entreprises locales. Donc ça aussi par rapport aux entreprises générales qui viennent d'on ne sait pas où et qui sont tout le temps en train de changer leurs sous-traitants. Là, on choisit vraiment des gens qui sont résidents, habitants et qui sont investis dans leur métier. Et donc du coup, on se retrouve à être dans le prix, on se retrouve à être dans le planning, on se retrouve à même dessiner les luminaires, dessiner même le ticket d'entrée du cinéma. Donc on arrive à aller très très loin dans tout ce que le projet peut apporter, avec cette façade, donc avec cette vêture en bois qui, voilà, ces grands chiffres qui racontent la diversité aussi des salles. Et puis ce volume d'entrée très lumineux, les bureaux au-dessus. Donc vraiment un travail de précision où chaque dessin, chaque détail, ou en tout cas chaque articulation du fonctionnement est liée à ce qui va s'y passer plus tard. On travaille avec un artiste, Bonfrit, qui nous dessine la typographie, qui la peint directement. Donc là aussi, on n'est pas dans de l'adhésif PVC, on vient peindre à la main sur les voiles béton. Et du coup, c'est cet ensemble-là qui fait aussi une espèce de cohérence très forte du projet, qui fait que bien sûr les gens sont contents d'y habiter, que les chiffres de public sont 40% au-delà des prévisions, et qu'on gagne des prix d'architecture, etc. Donc des fois aussi, il y a tout qui se met en route de manière très très positive, et ça c'est aussi important. Il ne faut pas dire que c'est tout le temps le cas, mais en tout cas, quand ça arrive, il faut aussi le dire. Et donc là, une petite aussi astuce de conception, qui est la question de la couleur. Très très difficile de mettre 20 personnes d'accord sur la couleur. Et donc là, il fallait que chaque salle ait une couleur différente. Et donc pour cela, on a un stratagème où on passe par une histoire, et en tout cas une notion. Et par exemple, on souhaitait qu'une des salles raconte le lever du jour. Et donc quand tout le monde est d'accord avec ça, vous choisissez des images qui vous donnent les couleurs du lever du jour. Et ensuite, vous appliquez cette image-là à la fois dans les matériaux, dans les teintes et dans les lumières. Donc là, on a des lumières, une lumière rasante qui vient comme ça. Voilà. Et donc, c'est cet aller-retour-là entre... C'est pas la couleur pour la couleur, c'est plutôt la couleur au regard d'une histoire et en regard de ce qu'on a réussi à partager avant. Autre petite astuce ou trouvaille, on se rend compte qu'ils ont 3000 affiches de films qu'ils gardent depuis une trentaine d'années. Et donc là, on décide de les identifier totalement. On va sur Internet et on trouve la totalité de ces 3000 affiches. Et ensuite, une fois qu'on les a toutes imprimées, on fait des classements par couleur et on vient tapisser les sanitaires avec ces affiches.
Donc à la fois c'est une matière qui est là, ça coûte vraiment pas grand-chose, on trouve une artiste locale qui va faire le collage, on la laisse totalement faire son collage, et quand le bâtiment a ouvert, des gens venaient visiter les toilettes parce que ça leur rappelait des films de leur enfance, etc. Donc là aussi on est une espèce de micro idée, je veux dire l'idée elle prend 2 minutes, mais en même temps c'est aussi ce qui raconte ce lieu-là et ce qui en fait sa spécificité. Avant-dernier projet des commanditaires, là un projet totalement, comment dire, totalement impensable, où un jour on reçoit un mail dont le mail est Fake Design de Chine en nous disant on invite 100 architectes pour faire 100 villas de 1000 m² en 100 jours au fin fond de la Chine. Donc au début on se dit bon c'est un spam, il va encore nous demander un numéro de carte bleue, et en fait il se trouve que c'est des vrais, c'est donc l'artiste chinois Ai Weiwei qui avait participé au stade de Herzog et de Meuron en tant que concepteur associé, qui est toujours dans cette idée de faire des coups comme ça assez incroyables, et qui trouve un investisseur qui décide de faire un village d'architecture contemporaine en prenant des jeunes architectes d'une quarantaine de pays, donc de tout pays, voilà. Et donc il fallait y aller 15 jours après. Donc on se dit bon ben on y va quand même. Et donc on se retrouve sur ce site-là où il n'y a absolument rien. Et donc on se confronte aussi avec ces villes chinoises qui sortent de nulle part. Et on décide d'apporter une réponse à la fois très contextuelle et un peu à double tranchant, où on ramène des briques de Chine, des briques du lieu même où sera la future ville. On les fait analyser pour connaître leur capacité thermique, et on décide de reconstituer un mur alvéolaire avec de la brique traditionnelle. De faire une brique monomure en gros, avec des murs qui du coup vont faire 1,40 m d'épais à la base, et qui vont aller en s'affinant. Et donc on dessine avec G-Studio des amis architectes, cette architecture qu'on appelle rétro-futuriste, c'est-à-dire qu'on a du mal à savoir si c'est le passé ou le futur, mais en tout cas on est sûr que le jour où il n'y aura plus de ressources pour maintenir la VMC, maintenir le chauffage, etc., on sera dans un bâtiment qui pourra être encore utilisé. Et puis, plutôt que de faire une villa de 1000 m², on décide aussi de faire 5 bâtiments autour d'un vide central qui fait que 5 familles différentes peuvent les habiter. Donc là, on se retrouve à présenter le projet, on fait un certain nombre d'allers-retours. Très intéressant d'ailleurs quand on dit qu'il faut anticiper la fin du pétrole. Le traducteur qui nous traduisait de l'anglais au chinois ne comprend pas en fait la phrase. Il nous dit mais qu'est-ce que vous voulez dire par la fin du pétrole? Et donc là on dit bon ben en tout cas on veut dire quelque chose. Et donc voilà, des fois aussi il peut y avoir ces incompréhensions-là. Et on va dire heureusement quand même ce village ne s'est pas fait parce que tout d'un coup l'investisseur a disparu. Il est en vie hein, a priori. Donc, mais voilà, donc c'était aussi une espèce donc il y a une grande maquette qui a été faite. Je pense on a appelé ça le zoo un peu de l'architecture parce qu'il y avait une espèce de liberté totalement démesurée. On pense que c'est peut-être mieux que ça n'a pas été que ça ne soit pas allé au bout. Mais voilà, en tout cas, c'était une expérience assez étonnante de cette vision d'imaginer l'architecture à des échelles totalement hallucinantes. Et quelque chose également très intéressant, parce qu'en plus, tout à l'heure, je discutais avec un monsieur me disant que ici vous étiez assez fan des PPP. Alors les PPP, pour ceux qui ne savent pas, c'est les partenariats publics-privés. Et ça, c'est très important, par contre. Là, c'est beaucoup moins rigolo, entre guillemets, parce que c'est une tendance assez lourde de la puissance publique qui dit on n'a plus d'argent, parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'en fait on a encore beaucoup d'argent, mais ça c'est un autre sujet, parce qu'il y a 60 milliards d'évasion fiscale, donc c'est par an, hein, 60 milliards par an, je pense qu'on pourrait faire beaucoup de bâtiments publics avec tout cet argent-là, mais bon, ça on ne va pas en parler, mais que vu qu'on n'a pas d'argent, on va déléguer à des opérateurs privés la construction de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos prisons, et de tout un tas de bâtiments que ensuite on va louer pendant 30, 40 ou 50 ans. Et donc, on n'a pas besoin de faire l'investissement, on a juste un loyer de fonctionnement. Donc pour ceux qui connaissent un peu la différence, c'est-à-dire qu'on n'a pas à avancer l'argent, c'est le privé qui avance l'argent, mais par contre, vous allez le payer, et bien sûr, vous allez le payer 2-3 fois le prix. Donc on a en ce moment des très grands projets, le futur
tribunal de grande instance de Paris fait par Renzo Piano, le centre de l'armée, le Ballardrone fait par Nicolas Michelin. Donc c'est une tendance assez importante. Sur les 10 dernières années, ça a représenté entre 8 et 10% des bâtiments publics. Et donc moi, il se trouve que par hasard, venant d'une sous-préfecture de l'Aveyron qui s'appelle Villefranche-de-Rouergue, je ne sais pas si certains connaissent, mais bon, bref, je me retrouve face à un chantier abandonné d'une gendarmerie où le promoteur privé est parti avec la caisse. Et donc, je me retrouve à aller explorer ce lieu-là et je me dis, mais ce lieu, il est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, je remonte toute l'histoire. J'y connaissais vraiment rien. Hein. Enfin, vaguement, je connaissais le sujet. Et du coup, je me passionne pour le sujet. Donc, je lis tous les textes, toute l'histoire, pourquoi en fait le PPP a été une invention française, mais qui a d'abord été faite en Angleterre. Et une fois, ensuite, en Angleterre, on a ramené en disant, regardez comme c'est bien, etc. Ça a été c'est pas passé devant le Parlement. En fait, on a fait comment on appelle ça, une ordonnance, c'est-à-dire qu'on a décidé du jour au lendemain qu'on pouvait faire des PPP sans qu'il y ait de vote et sans qu'il y ait de représentation, voilà. Et donc je me passionne pour cette histoire, pour l'histoire aussi des gens qui avaient donné leur économie, parce qu'on était en plus dans de la défiscalisation, où des gens plutôt que de payer des impôts, ils achetaient un logement. Sauf que les gens, ils avaient mis toutes leurs économies, puis la personne était partie. Et donc, je me dis, mais comment je peux parler de ça? Et donc là, je décide de faire un film qui s'appelait donc PPP, tout simplement, qui est un court-métrage que vous pouvez aller voir sur notre site, et qui parle de ce sujet-là. Et donc, c'est un film de fiction où on a décidé de jouer avec des acteurs sans autorisation. Donc, on a réussi à tourner 1 jour et demi sur le site. Ensuite, on a les vrais gendarmes qui sont venus nous sortir du site. Donc, on a dû finir ailleurs. Donc, après, c'est toute l'histoire des façons de faire les projets. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça, c'est vraiment des enjeux très importants parce qu'on est en train aussi de reporter cette dette-là sur les générations futures. On est en train de construire aussi des bâtiments où le seul intérêt va être le gain entre le coût de construction et le loyer que l'entreprise va encaisser. Donc vous imaginez les choix des matériaux, vous imaginez même le rapport à l'usage. On a l'exemple d'un hôpital en région Île-de-France où en fait les portes ne tiennent tellement pas que c'est les médecins qui ont des tournevis et qui réparent les portes. Donc plutôt que de soigner des gens, en fait, ils se retrouvent à réparer des portes. Donc pour moi, c'est vraiment pas possible et la profession d'architecte peut pas ne pas se questionner sur ce sujet-là. Parce que la spécificité aussi, c'est que ces opérateurs privés, qui sont les 3 majors du bâtiment, hein, contre qui je n'ai rien en soi, parce que c'est des entreprises qui sont là pour faire des profits, ou en tout cas pour générer de la richesse, tant mieux. Mais là où ça pose des questions, c'est quand ça fait appel à... Quand ça interagit aussi fortement sur nos sociétés. Et donc on est vraiment dans un questionnement assez fort de qu'est-ce qui fait société. Et nous sommes nombreux à penser que c'est aussi les bâtiments publics qui font que nous sommes une société digne de ce nom. Donc voilà cette échappée vers d'autres outils. Et donc là, par exemple, l'outil film m'avait semblé le plus adapté pour parler de ce sujet qui était assez technique. Et ensuite, il se trouve que par rapport à l'écho que ça a eu, j'ai été auditionné aussi à l'Assemblée nationale par la commission Bloch sur l'architecture. Donc c'est aussi les compétences que vous générez par curiosité ou en tout cas par engagement et par volonté qui vont faire à un moment donné que vous allez pouvoir apporter votre pierre à ces questions collectives, j'ai envie de dire. Et donc on arrive à la dernière partie. Alors, je bois juste une petite gorgée parce que je regarde juste le timing, je pense qu'on est bon, il reste une quinzaine de minutes, qui sont donc les ressources inespérées. Donc ça, vous l'avez vu, est quelque chose qui s'est concentré au moment de l'exposition Matière Grise, où on est allé voir le directeur du pavillon L'Arsenal, qui est un centre d'architecture à Paris, qui dépend de la ville de Paris. Et donc, nous sommes allés voir Alexandre Labasse en lui disant on aimerait faire une exposition. On n'a jamais fait d'exposition, mais on aimerait penser une exposition. Pas uniquement faire la scénographie, mais être commissaire. Et donc, au début, il nous a dit mais le sujet est intéressant. Bon, on va voir si on fait un petit truc, un moyen truc, un grand truc. Et puis, on a dit on veut surtout faire une recherche et on veut que l'exposition soit le résultat de cette recherche. Auparavant, nous avions eu différents projets qui exploraient ce rapport à la matière. Où en fait, après une dizaine d'années d'exercice et 6 ans d'études, on s'était rendu compte qu'on était très éloigné de la matière et qu'en fait, on faisait des traits sur des feuilles blanches où on cliquait entre 2 points, mais qu'en fait, on ne savait pas vraiment d'où venait la matière avec laquelle on construisait, quelles étaient ses incidences, quels étaient même l'impact réel de tel ou tel matériau. On s'est rendu compte qu'on était vraiment très très loin de ça et ça nous a questionnés.
aparté sur Miettes de Paradis, qui était une demande, une invitation aussi, comme on a pu voir au tout début de ces cartes blanches, où là on nous demande d'être commissaire d'une exposition photo, en disant on aimerait que vous portiez un regard sur la ville. Et là, donc c'était une ville en Roumanie qui s'appelle Timișoara, et on décide d'aller là-bas avec 4 jeunes photographes, 2 photographes roumains et 2 photographes français, et on se met en quête de Miettes de Paradis. Donc on regarde tout ce qui va pouvoir nous inspirer. Donc là, par exemple, vous avez un type de marché où les gens arrivent avec les produits dans la voiture, ils sortent les produits de la voiture, ils les mettent sur la voiture, et sur la place de parking, les gens marchent entre les places de parking et ça fait un marché. Donc c'est d'une espèce d'efficacité redoutable. Il y a juste une couverture et des produits. Voilà. Et donc c'est à moitié un black market, mais bon, ça c'est pas grave, parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt le dispositif. Et donc on envoie ces photographes-là qui nous ramènent des pépites comme celle-là. On veut vraiment savoir pourquoi cette personne, on aimerait savoir pourquoi cette fenêtre est en biais. Et donc en fait, ça c'est aussi dire que c'est dans le regard que vous avez porté sur ce qui vous entoure que vous allez pouvoir nourrir tout un tas de réflexions. Et où là aussi une architecture qu'on appelle les châteaux tziganes, qui sont ces architectures totalement rocambolesques, qui sont très fortes symboliquement, une grande complexité structurelle et économique. Et donc, en parallèle des photos, en même temps où les photographes font des images, que le soir on trie, on sélectionne, avec Julien, on décide de faire la scénographie, et on décide de faire une scénographie où en fait on va quasiment avoir rien comme matière, où on va juste acheter des plaques de plaques au plâtre, donc ce sont ces plaques de BA13, que l'on va juste incliner, sur lesquelles on collera les photos, et une fois que l'exposition sera terminée, on donnera ces plaques-là à une association qui, elle, construit des bâtiments et s'occupe d'un orphelinat, etc. Donc on est aussi dans cette espèce de transfert de matière, où on n'utilise pas, on ne gaspille pas de la matière pour une exposition qui va durer un mois ou un mois et demi, on est plutôt dans le détournement d'un flux pour lui donner une autre vie. Et donc ça, c'est aussi lié à cette réflexion-là, de dire, en fait, la matière, elle est trop précieuse pour qu'on en fasse n'importe quoi. Elle est trop précieuse et puis il y a un double paradigme qui est très important. Le premier pas, enfin non, il y a 3 données très importantes. La première donnée, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait que on est vraiment tous sur un même vaisseau spatial. C'est Buckminster Fuller, l'architecte ingénieur américain, qui disait qu'on est sur un vaisseau spatial qui a tellement été bien conçu que pendant des millions d'années, l'homme ne s'est même pas rendu compte que c'était un vaisseau spatial. Mais sauf qu'on est tous d'accord pour le fait de dire qu'on a une seule planète et qu'on a un équipage d'aujourd'hui 7 milliards et quelques d'habitants, mais que tous les jours, on a 200 000 habitants de plus. Donc toutes les semaines, on a une ville d'1 million d'habitants de plus. C'est conséquent, hein. C'est-à-dire qu'1 million d'habitants qu'il faut nourrir, loger, transporter, habiller, etc. Vous imaginez. Et donc ça doit forcément nous questionner parce que c'est une donnée, pour l'instant, qui est totalement inarrêtable. Par rapport à ça, on a, donc ça c'était le premier élément. Ensuite, les 2 autres éléments, c'est d'un côté l'épuisement des ressources, où on sent bien qu'on a prélevé trop de ressources, à la fois que ce soit du minerai, que ce soit sur les écosystèmes, que ce soit, je ne sais pas si vous avez vu l'étude récente sur la surpêche, en fait, on s'est rendu compte qu'on a totalement sous-estimé la quantité de poissons pêchés. Parce que c'était les pêcheurs qui déclaraient les poissons, en fait, ils en attrapaient 100, puis ils disaient 20. Et donc, du coup, en fait, les chiffres, ils sont vraiment catastrophique. Donc ça a été une recherche très très dure, où des fois on avait vraiment envie de tout arrêter, de dire mais on ne peut plus faire ce métier, on peut plus manger, on ne peut plus rien faire. Donc ça c'est les moments vraiment très douloureux. Et puis vous allez voir après qu'il y a quand même des pistes, parce que sinon on ne serait pas là. Et en parallèle de ça, on produit une quantité de déchets incroyable. Depuis, on va dire, une 60aine d'années, ou à la grosse, depuis l'ère industrielle, on pourrait dire, où on pense qu'on peut prendre une bouteille en plastique comme ça, juste la boire une soirée, puis la jeter, puis voilà. Même si on pense qu'on la recycle, mais dans les faits, on ne la recycle pas vraiment. Et donc, par rapport à ça, on s'est rendu compte qu'on avait un rapport en tant que concepteur complexe à la matière, mais que par ailleurs, on était prescripteur de matière. C'est-à-dire que nous, quand on dessine un bâtiment, on va consommer de la matière. C'est-à-dire qu'un mur, il va être construit, etc. Et donc, on a fait ce dessin-là, qui est la métaphore du dentifrice, qui parle un peu à tout le monde, parce que quand vous êtes à la fin de votre tube de dentifrice, en fait, vous avez des tout petits bouts de dentifrice, mais vous vous rendez compte que ça suffit, et vous vous dites, ben, si dès le début, je m'en étais mis un tout petit peu, en fait, j'aurais pu en avoir 3 mois de plus. Alors qu'au début, vous en mettez des quantités énormes. Et donc, on s'est dit, en fait, c'est vraiment cette métaphore-là, c'est-à-dire qu'on est dans une dépense de matière où on ne se rend pas vraiment compte de cette richesse-là, mais qu'on va arriver à la fin du tube de la matière. Et donc, il va
Plutôt que de subir cette fin de tube, autant l'anticiper. En considérant que tout ce qui nous entoure dans cette salle, du sol au plafond, vient de la nature. C'est-à-dire que tout ce qui est là, même le plastique, c'est du pétrole. Le pétrole, c'est des crustacés, c'est ça, qui se sont déposés au fond de l'eau. Enfin, Gilles en parle très très bien, mais les choses viennent pas de... On clique pas comme ça et puis ça sort pas. C'est pas un pop-up, la matière. Ça vient vraiment de très très loin. Et deux statistiques qui donnent aussi une échelle de cette consommation-là, c'est que toutes les 24 heures, on construit l'équivalent de 20 tours Eiffel en acier dans le monde. C'est-à-dire qu'en permanence, on est en train de construire chaque jour 20 tours Eiffel. Et toutes les 15 secondes, on coule une piscine olympique de béton. Donc une piscine olympique, c'est 50 mètres par 25 mètres par 3 profonds. Toutes les 15 secondes. Donc vous imaginez là, depuis le début que je parle, le nombre de piscines. Et donc le béton, nous par exemple, on a découvert il y a 3 ans que le béton était une ressource épuisable. Parce qu'en fait, on arrive en manque de sable pour faire le béton. Le sable du désert a été roulé par le vent, donc ne peut pas être mis dans le béton. Et donc c'est vraiment une ressource très très précieuse. Et on s'en rend absolument pas compte. Donc on s'est dit, mais comment, nous en étant architectes, on a pu ne pas savoir cette information-là. Et donc par rapport à ça, il y a différentes stratégies. Il y a la stratégie de réutiliser des bâtiments avant de les démolir, bien évidemment, de changer leur affectation, ou de les dessiner de telle sorte qu'aujourd'hui c'est des bureaux, mais demain ça peut être des logements. Donc ça c'est tout un chapitre sur lequel on ne s'est pas vraiment attardé parce que pas mal de personnes travaillent ce sujet-là. Et on a décidé d'explorer le réemploi des matériaux. C'est-à-dire comment on peut donner des secondes vies à la matière. Et donc pour ça, on prend l'exemple d'une porte. Vous avez un arbre qui devient des planches, la planche devient une porte, et le jour où le bâtiment perd sa destination, où la porte est cassée, mais en fait vous n'avez que 5 possibilités. Soit vous la réparez et puis vous en faites une porte dans un autre bâtiment, mais ça c'est pas toujours facile parce que ça ne va pas être des mêmes dimensions, elle a des caractéristiques particulières, donc ça ne va pas toujours marcher. Soit vous la réemployez parce que vous dites que c'est quand même de la matière et donc on va pouvoir faire un cloisonnement intérieur, on va pouvoir faire la façade d'un bâtiment, vous allez lui trouver une seconde vie. Soit vous la recyclez, c'est que vous la broyez, vous en faites du panneau de particules. Donc ça peut marcher, mais une fois que vous avez fait du panneau de particules, vous ne pouvez pas le faire éternellement parce qu'il y a ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire qu'à chaque étape, vous perdez de la caractéristique de la matière. Le bois massif, une fois qu'il est devenu particule, au bout d'un moment, on n'a plus que de la colle, donc avec de la colle, on ne peut plus faire de bois. Soit vous l'incinérez, donc vous le brûlez, parce que vous dites comme ça, au moins il disparaît, sauf que dans un incinérateur, il y a 30% de mâche-fer, qui sont les résidus qui ne brûlent pas. C'est comme quand vous faites un feu de cheminée, il y a de la cendre, il n'y a pas tout qui part en l'air. Et puis en plus, ça a tout un tas d'incidences sur l'atmosphère. Soit vous l'enfouissez en disant, je fais un trou, je le mets sous le tapis, et puis bon. Et là aussi, on sait qu'on arrive aux limites de ça, parce qu'à la fois, on épuise les sols, on prend sur les terrains agricoles qui sont aussi en grand danger, etc. Donc la situation n'est pas si simple que ça. Et donc on s'est dit, on va explorer ce réemploi des matériaux. Et donc pour cela, on va aller voir dans le monde entier des projets qui explorent ce rapport à la matière. Et on va essayer de les partager. On va inviter des auteurs à écrire. On va aller chercher des historiens, des anthropologues, des philosophes pour questionner ce rapport nouveau à la matière. En tout cas, cette tendance vraiment minime, mais qu'on pressent comme étant quelque chose de très important. En parallèle de ça, on se rend compte qu'à la fois on ne regarde pas la matière, mais on ne regarde pas non plus les gens qui la mettent en œuvre. Parce qu'on a aussi perdu ces savoir-faire. Et que quand on est passé par exemple du plâtrier au plaquiste, on a complexifié l'objet, parce que c'est devenu une plaque de plâtre entre 2 feuilles de carton, qui est le BA13, mais on a perdu le savoir-faire qui fait l'architecture des villes, on va dire, européennes et des plafonds en stuc et autres, avec ce savoir-faire vraiment très précis. Et donc là aussi, on a fait un transfert, c'est-à-dire qu'on a oublié les gens qui faisaient, et on s'est dit, on va juste prendre des intérimaires avec une visseuse, et puis ils vont pouvoir nous faire de l'architecture. Donc ça, on s'en est aussi rendu compte dans un deuxième temps. On a aussi fait des découvertes incroyables, qui est le fait de, aujourd'hui, les industries produisent des matériaux type matériaux anciens, mais qui sont neufs. Donc on a des parquets type vieux parquet, où on a de la brique. On a même récemment, il y a quelques semaines, trouvé dans un catalogue briques style de réemploi. Donc là, on va vraiment très très loin parce qu'on ne fait pas du réemploi, mais on simule, parce qu'en fait la matière, c'est magnifique. Et c'est ça aussi la force du réemploi, c'est que le réemploi, vous allez sauver de la matière, mais vous allez aussi transmettre l'histoire de cette matière-là. Et donc une porte qui a 50 ans, qui a été patinée, etc. Voilà, la première sortie culturelle des Français, c'est la brocante.
C'est-à-dire que ce n'est pas les musées, ce n'est pas le cinéma, etc. C'est ce rapport à ce qui était avant nous, c'est ce rapport aux objets qu'on avait quand on était petit, qu'avait notre grand-mère, et que voilà. Et donc il y a aussi ce pouvoir très fort de l'histoire de la matière. Et donc là, ce dessin qui parle entre le vrai et le faux, qui nous pose aussi beaucoup de questions. Et donc on arrive à ce qu'on appelle les mines urbaines, qui a été un peu énoncé en introduction, qui est l'idée de dire que en fait, les matériaux et les bâtiments qui nous entourent sont les ressources à lesquelles il va falloir construire demain. Donc à la fois c'est un défi incroyable, ça doit aussi nous faire nous interroger sur la façon de construire, parce qu'il faut imaginer les choses qu'on puisse déconstruire, et c'est pas du tout pareil. En tout cas, on pressent que voilà, ça va être une donnée, et que on va soit avoir du réemploi choisi, soit du réemploi subi, parce que de toute façon, à un moment donné, les coûts des matières premières vont faire qu'on n'aura pas le choix. Et il y a une très belle citation de Lacaton Vassal, les architectes, qui parlent du bidonville, en disant que un bidonville, c'est 1% de matière et 99% d'intelligence, et que l'architecture que l'on fait peut-être de manière plus classique, c'est plutôt 99% de matière et 1% d'intelligence. Donc c'est un peu caricatural, mais ça montre aussi que des gens qui n'ont pas le choix agissent aussi sur cette matière-là. Dernier dessin, qui est ce rapport aux matériaux, où là aussi notre approche n'est pas d'opposer les matériaux les uns aux autres. C'est pas dire le béton il est méchant, la paille elle est gentille, etc. C'est plutôt dire en fait ce qu'on appelle le mix matériotique. C'est-à-dire qu'on va essayer de maximiser des matériaux qui sont biosourcés, ceux qui vont pouvoir se renouveler, que ce soit le bois, les matières végétales, animales, etc. Ensuite, on va essayer d'utiliser des matériaux de réemploi, parce que c'est des matériaux qu'on a déjà prélevés dans les ressources, c'est-à-dire qu'on a déjà du bois qui est là, qui a déjà été coupé, etc. Des matériaux recyclés, parce que sur certains métaux notamment, on sait qu'il y a des très bons rendements et que du coup on a aussi besoin. Et on va minimiser les matériaux fossiles, parce que ceux-là sont les plus épuisables. Et donc c'est pas dire le béton il est méchant, mais c'est dire même le béton il est tellement précieux que quand je dessine un projet, il faut que je le mette au bon endroit. Et c'est vraiment ça très, très, très important, parce que sinon, après, on peut aller dans des oppositions de chapelles, d'architecture qui se voudraient plus vertes, etc. Et on pense que c'est un peu plus complexe que ça. Donc voilà cette exposition qui était un peu le résultat de ce temps de recherche qui a été vraiment passionnant, qui nous a fait rencontrer des architectes et des penseurs assez incroyables, qui présentaient à la fois des projets, des échantillons. On a travaillé avec le collectif Bellastock aussi, qui est allé prélever en Île-de-France tous ces matériaux-là pour les montrer. Et en tout cas qui a posé le sujet de manière un peu collective. Et ce qui était vraiment très émouvant, c'est que nous, on a fait une 60aine de visites guidées, l'exposition, donc il y a vraiment un gros service après-vente, mais qui était passionnant, mais on ne pensait pas que ça nous prendrait autant de temps. Et que du coup, même moi je me rappelle une des premières visites avec des promoteurs immobiliers en me disant, mais ils viennent voir ça, mais qu'est-ce que je vais leur apprendre, est-ce que ça va les intéresser? Et en fait, c'était presque les plus partants pour inventer des nouvelles façons de faire. Donc on voit aussi qu'il y a des sujets qui sont là, qui sont frémissants, et qu'à un moment donné, il est de notre responsabilité aussi collective de les travailler par petites touches. Et la première petite touche qui nous a été proposée après cette exposition était de réhabiliter un salon d'hôtel de ville à Paris, dans la mairie centrale, où en fait il s'agissait du salon Chéré, qui a des grandes fresques d'un peintre qui s'appelle Chéré, qui était le salon où Bernadette Chirac recevait ses homologues du temps où Jacques Chirac était maire de Paris. Donc voilà, donc vous voyez une espèce de bonbonnière comme ça, avec du mobilier qui n'avait jamais été touché, des tablettes en marbre, etc. Et donc on s'est dit, bon, c'est la mairie qui nous demande ça, on ne peut pas refuser quand même, mais en même temps il y avait un tout petit budget, c'était compliqué, et bien sûr ils voulaient du réemploi. Donc on s'est dit, ouf, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc là on a proposé deux choses. On a proposé de travailler avec des déchets de la ville de Paris, parce qu'on est aussi un peu passionné de cet univers-là du déchet, de ce qu'on jette, et des gens aussi dont toute la journée le boulot est de prendre des choses que les autres jettent et puis de les broyer, de les brûler. Vous imaginez un peu votre métier, c'est juste de broyer de la matière du matin au soir et pendant toute votre vie. Et donc du coup on a dit, nous on voudrait travailler avec ces déchetteries. Et donc on est allé les voir, on les a rencontrés, et on leur a demandé de sortir de la benne en fait des chaises d'abord, et puis ensuite du bois massif, et à partir de ça on a vraiment fait l'aménagement en réparant les chaises, parce qu'on voulait travailler avec les déchetteries de la ville et avec les services techniques de la ville.
Et ça aussi, c'est très important. Travailler en régie, en intégré, parce que c'est des services qui ont des ressources incroyables, mais qui sont très peu valorisés. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de dire, ah ben non, une ville, elle ne peut pas avoir ses services techniques, on va plutôt prendre un prestataire extérieur, parce que lui, au moins, il me fait une facture, et j'ai pas les congés payés, j'ai pas tout ça. Mais en fait, c'est vraiment une perte hallucinante, parce que c'est aussi cette expérience et cette expertise-là qui fait la qualité de nos bâtiments. Et donc, nous, on a voulu valoriser la matière qui était jetée par les Parisiens, récupérés par les services de la ville, et les ouvriers et les artisans de la ville qui se sont plus passionnés pour le sujet parce que tout d'un coup, on les valorisait. Et donc, du coup, on a fait cet aménagement-là où on a rabaissé les tablettes, on a renforcé toutes ces chaises-là étaient des chaises donc, destinées à être broyées, incinérées ou enfouies. Et donc, du coup, ça a très bien marché et tout le monde était très content en disant ben voilà, en plus, ça valorise les ressources, etc. Et donc c'est un tout petit projet, donc ça aussi c'est important de dire que c'est des fois ces petits projets-là qui permettent que les marches augmentent, qui nous ont ensuite amenés à concevoir, à penser et puis à construire donc le pavillon circulaire qui était l'affiche je crois de la conférence de ce soir, où là on a voulu avec le pavillon Arsenal passer à l'échelle du bâtiment et de dire ben voilà on a fait l'exposition, on a montré qu'on pouvait le faire sur l'immobilier, est-ce qu'on pourrait faire une architecture parce que tout le monde nous dit ah oui mais là ce que vous dites c'est pas possible en France. Et donc là, on a décidé d'appliquer les deux mêmes recettes, c'est-à-dire des matériaux de la métropole prélevés à l'échelle de la métropole parisienne, les services techniques de la ville, avec qui on avait noué une relation et qui tout d'un coup passait à une autre échelle, et puis une architecture symbolique installée sur le parvis de l'hôtel de ville qui allait pendant la COP21. Donc vous voyez aussi au même moment où on faisait la COP21 de 100 000 m², en fait, on dessinait 70 m², et puis on se rendait compte que la petite échelle était beaucoup plus pertinente que la grande échelle, où en fait, on n'avait absolument plus aucun rôle clairement identifié. Et donc, on tombe sur l'office Paris Habitat, qui est un office public d'HLM, qui dépose 400 portes d'un immeuble pour les changer, pour changer de système. Voilà. Et donc, on décide de faire l'architecture à partir de ces portes-là, en considérant que ça va être un bardage, donc un bardage qui n'est pas étanche, qui est devant une vêture, si vous voulez, un bardage qui est devant le pare-pluie, mais qu'en tout cas, c'est lui qui va à la fois nous faire la matérialité, l'identité, et même nous faire le dessin du projet. Et ça aussi, c'est passionnant pour les concepteurs parce que faire du réemploi, c'est aussi s'adapter au gisement que vous avez identifié. Et à partir du moment où on identifie ces portes, bah, du coup, on décide les dimensions du bâtiment, ça va être les dimensions de la porte parce qu'on ne va pas la couper pour le plaisir de la couper. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la fin de la page blanche, où le concepteur n'est pas uniquement là à se dire est-ce que j'ai une idée, est-ce que je suis très fort, etc. Il est plutôt à interagir sur ce qu'il va trouver. Alors ça demande une grande souplesse parce que tout d'un coup, on a des portes, puis après on les a plus, puis en fait, il faut être sûr qu'elles soient dans le bon timing. Donc je ne vous dis pas du tout que c'est facile, mais en tout cas qu'il y a une espèce de vraie richesse et de vraie nécessité de concevoir en fait cette façon-là. On se retrouve à récupérer de l'isolant qui était sur un centre commercial où il y avait eu un dégât des eaux et pour que l'assurance marche, ils sont obligés d'arracher 5000 m² d'isolant. Donc on avait un isolant qui était neuf. On a même les plaintes du bâtiment qui sont des plaintes en chêne massif qui avaient servi pour un bâtiment de Rudy Ricciotti et le menuisier en avait commandé plus parce qu'il avait peur qu'il en manque et du coup il avait un stock comme ça qu'il n'avait jamais osé jeter. Donc nous on a récupéré ce stock-là. Donc il y a tout un tas d'histoires comme ça qui se sont ajoutées pour cette petite architecture relativement symbolique, on va dire, parce que c'est une échelle très modeste, mais en tout cas pour faire la démonstration qu'il y avait des sujets sur lesquels les architectes ne pouvaient pas être absents, que c'est possible de faire des choses avec un bureau de contrôle, avec une commission de sécurité, et que ça aussi on a tendance à se réfugier derrière le fait de non c'est pas possible, non c'est trop complexe, et que aussi c'est ces petits mouvements-là qui font que demain on peut peut-être imaginer une architecture qui soit plus juste quelque part, parce que ça parle vraiment de ça, plus sobre dans son rapport à la matière, et puis aussi plus joyeuse, parce que on n'est pas dans une architecture du peu ou du rien, mais c'est aussi quelque chose de très positif à mener, très positif à raconter. Et voilà. Donc on finit par cette image-là qui peut symboliser aussi la façon dont on peut voir ce qui nous entoure. En gros, le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est on n'a pas choisi de vivre à cette époque-là, mais il se trouve qu'on y est. On est face à une situation qui est relativement complexe,
Donc face à cette complexité-là, il faut aussi trouver des stratégies qui ne sont pas si simples, qui sont des stratégies de bricolage, dans un sens très positif du bricolage. Et voilà, on appelle ça des bricolages organisés. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention et c'est un plaisir de vous les avoir partagés. Merci beaucoup Nicolas Delon pour votre présentation généreuse de votre approche architecturale de combat, pleine de conscience, d'inspiration et d'optimisme. Je vous propose de poursuivre la discussion, même si vous avez beaucoup parlé. Encore 5 minutes avec le public. Je ne l'ai passé que de 2 minutes. Non, c'est bon. C'est juste je me préoccupe de votre bon. fatigue. Donc si vous voulez adresser quelques questions donc, à M. Delon, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, moi j'avais une question par rapport au collectif. Vous vous appelez un collectif et en fait vous êtes. Ça veut dire que c'est pas une agence avec des salariés. Ça veut dire que vous êtes tous indépendants ou est-ce que vous êtes un collectif multidisciplinaire parce que sur votre site c'est que des architectes en fait. Alors, en fait, le mot de collectif, il nous a intéressé parce que justement, il n'a pas de définition. Et du coup, ça nous permet d'adapter les structures. C'est une question qui nous est souvent posée, d'adapter les structures aux situations. C'est-à-dire que pour faire des bâtiments d'architecture, on a une société d'architecture, donc qui est une SARL qui permet de prendre des assurances, de faire une maîtrise d'œuvre, on va dire, classique. Pour des projets plus d'exploration ou de recherche, on a une association qui nous permet d'avoir une légèreté d'application plus importante. Et ensuite, dans la façon dont c'était organisé l'agence, il y a à la fois une équipe fixe avec des personnes qui sont salariées, des personnes qui sont indépendantes parce qu'ils décident de travailler sur différents projets ou on va les rassembler sur un projet particulier. Donc on pense aussi, en tout cas on est très attentif aux conditions d'exercice de notre métier. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de très important, à la fois de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est totalement opposé au rapport à la charrette, par exemple, à l'épuisement, comme si le temps passé était proportionnel à la qualité de votre travail. Donc, on ne travaille jamais le soir, jamais les week-ends, ou vraiment très, très rarement. Très attentif aussi à ce qu'on demande aux gens qui nous entourent dans ces projets qui ne sont pas faciles. Hein. Donc, voilà. En tout cas, c'est des choses qui nous questionnent énormément. Là, on est en train de regarder aussi sur les sociétés coopératives, les SCOP, qui nous semble aussi quelque chose d'assez intéressant dans ces nouveaux modes d'exercice et de voir de quelle manière on pourrait aussi inscrire cette voilà. C'est une discussion un peu technique, mais en tout cas, voilà, je pense y répondre en toute. Et j'avais une autre question. Alors c'est un peu moins magique, mais c'est parler de sous. De sous. Non, c'est par rapport à comment vous arrivez à. Parce que par exemple pour Matière Grise, il y a un grand travail de recherche. Et est-ce que c'est par rapport à votre enseignement ou est-ce que vous prenez sur votre temps de... Non, parce qu'on n'est plus enseignant depuis 2010. Mais en fait, c'est l'équilibre des projets. C'est-à-dire qu'on a une partie qui est la partie prospective, qui est financée par des projets qui sont plus des projets de maîtrise d'œuvre classique. Et ensuite, ça va être vraiment ces vases communicants où on essaie de trouver cet équilibre qui est fragile, hein, parce qu'on est... Aujourd'hui, des structures de notre taille sont des structures très fragiles parce qu'à la fois c'est quand même important et en même temps on est toujours dépendant de 1 ou 2 projets qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Donc on est vraiment dans cette espèce pour le coup, de bricolage aussi économique qui nous permet pour l'instant d'avoir à la fois des petits projets et puis pour les premiers projets qui ont été montrés, les dromadaires, ces premiers projets, en parallèle de ça, nous faisions aussi des images de synthèse pour des architectes qui finançaient aussi cette production. Donc on a arrêté en 2006 parce que c'était trop difficile, mais c'était un très bon apprentissage de faire de la 3D pour d'autres. Et du coup, c'est ce qui nous permettait de faire ces projets. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions moins techniques? Parce que là, c'est très technique. Mais, Gilles Perrodin qui voudrait poser une question. Ah non, il n'y en a pas de question piège. Non, merci de ce magnifique exposé qui nous apporte vraiment une bouffée d'air frais. Et je suis vraiment heureux que tu sois venu ici pour nous montrer tout ça.
Bon, tu parles assez bien donc, de la réutilisation donc, des matériaux. Tu montres bien aussi que les processus qui permettent ces réutilisations ont quand même une certaine difficulté à rentrer dans une démarche, j'allais dire, normale, que tu connais aussi par ailleurs et qu'on pratique, qui est celle de la nécessité, par exemple, d'un permis de construire, ou si tu fais un concours, par exemple, et que tu ne sais pas encore ce que tu vas pouvoir récupérer, c'est assez difficile d'offrir une image, alors qu'on sait que les concours passent surtout et avant tout, tu l'as bien dit, puisque tu as fait beaucoup d'images aussi dans le temps. Alors, par quelle piste on pourrait essayer justement de faire que ta démarche, que vos démarches, que celles qui pourraient effectivement et qui sont même nécessaires aujourd'hui de devenir la majorité des démarches qu'on doit faire, c'est-à-dire réutiliser les matériaux. Comment est-ce qu'on peut faire si on doit passer par des permis de construire, si on doit passer, et puis tu le sais aussi, vous l'avez expérimenté sur ce pavillon circulaire dans lequel j'ai eu la chance de venir faire une intervention. Comment est-ce qu'on peut tenter de briser ce carcan qui nous enferme dans des matériaux, dans des systèmes, dans des logiques administratives, des logiques d'assurance aussi, parce que les bureaux de contrôle sont là pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer ? Alors, nous, par rapport à ça, bien sûr, c'est une question centrale. On a une réponse assez précise. C'est premièrement qu'il faudrait considérer qu'on est dans une phase où on va devoir réinventer un peu la façon de construire et que donc cette réinvention il va devoir passer par une rupture aussi, notamment dans le rapport à la loi ou au règlement. Il ne faut pas attendre de la loi qu'elle soit prospective. Une loi, elle s'adapte à ce que les gens sont en train de faire. La loi n'est quasiment jamais prospective. Ça, c'est un avocat, Karl Enkelt, spécialiste des déchets, qui est très précis là-dessus. Il dit, voilà, c'est au terrain de, à un moment donné, faire émerger les choses. Ça, c'est la première chose, sur l'aspect normatif. La deuxième chose, c'est sur l'aspect d'échelle. C'est-à-dire que quand on veut imaginer un changement, il y a deux effets. Soit il y a l'effet de seuil, soit il y a l'effet de masse. L'effet de seuil, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous prenez un bâtiment où aujourd'hui il y a 0% de réemploi et boum, vous passez un texte qui dit qu'il faut 50% de réemploi, comme on a pu faire dans le bois, où voilà, et ça a tiré la filière du bois, ça a tiré tout un tas de choses. Donc ça, c'est l'effet de seuil. Soit l'effet de masse, c'est dire il faut 5% de réemploi, mais par contre, il le faut dans toutes les opérations. Et donc là, ça veut dire qu'au début, vous allez commencer par faire des cloisonnements, puis des banques d'accueil, puis du mobilier, puis petit à petit, ça va structurer une filière. Nous, aujourd'hui, on n'a pas vocation à être les points P du réemploi. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est dessiner des bâtiments, inventer des usages. Mais par contre, on pressent que c'est en train de frémir et qu'à un moment donné, les choses vont arriver. Et on prend aussi l'exemple du covoiturage, de la location de voitures entre particuliers, parce que pour moi, c'est un exemple très frappant. Il y a 6 ou 7 ans, vous auriez dit, moi, sur mon téléphone, je peux louer la voiture du voisin pour aller à la mer et revenir 3 jours après, alors que je connais ni son nom, ni son prénom, ni son machin. Vous aurez dit, mais attends, les assurances, jamais. Et aujourd'hui, il y a des sites qui proposent ça, et il y a des gens qui se sont mis à assurer ce service-là parce qu'il y a besoin. Donc ça, c'est l'aspect où on se dit que voilà, mais c'est quelque chose qu'on ne pourra pas porter à quelques-uns que nous sommes, c'est quelque chose qui doit vraiment venir d'une espèce de conscience globale. Mais récemment, on vient de gagner un concours privé pour un petit restaurant sur la dalle de la Défense, pour un grand promoteur, en faisant une façade en réemploi, et où on leur a dit qu'on était incapable de faire l'image. Ils nous ont dit, nous, ça nous va bien parce qu'on veut parler du réemploi, et donc ça nous va bien que vous ne sachiez pas dire ce que c'est. Sans être vouloir les points P du recyclage, tu sais qu'en Belgique, il y a quand même le groupe Rotor qui travaille effectivement à récupérer et à remettre sur le marché les produits recyclés, ce qui est aussi une forme d'organisation qui est quand même assez intéressante. Donc on pourrait imaginer ici, c'est quand même cette démarche. Tout à fait, mais c'est pour ça que je pense que c'est des gens aussi qui doivent s'emparer de ces enjeux-là. Et ça nous envoie tout un chacun à notre responsabilité dans nos métiers. C'est-à-dire que nous, on est concepteurs, et là, ce que je vous ai montré, c'est aussi les questions qu'on se pose sur la façon de faire notre métier. Mais vous avez des métiers sûrement divers, et un banquier doit aussi se questionner sur son rapport à son métier, comme un agent immobilier doit se questionner, comme le boucher doit aussi se questionner sur la provenance de sa viande. Et s'il a envie de faire bien son métier, il va aller choisir le paysan avec qui il va commercer. Donc je pense que c'est... Voilà, le banquier, il sait assez facilement comment réutiliser les c'est pas un bon exemple. En tout cas, pour dire que voilà, on est vraiment à un moment où on a besoin de cet engagement collectif, et je pense que nous seuls ne pouvons y répondre. Voilà.
merci pour cette réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres questions Moi, j'avais une question par rapport à l'enseignement de l'architecture. En fait, vous avez une démarche qui est quand même, qui peut paraître très différente de ce qu'on a l'habitude de faire classiquement en école, parce que c'est des projets qui doivent s'inscrire dans un contexte qui est complètement concret. Et le projet, c'est pas seulement le dessin. Et du coup, comment est-ce que vous voyez l'évolution un peu de l'enseignement de l'architecture et quel retour critique vous avez sur votre propre enseignement, votre formation? Alors, nous, l'expérience d'enseignement qu'on a eue, c'est vraiment quand on est parti en Mongolie étudier la capitale Oulan-Bator. Et on a eu ces 2 années-là où on a vraiment travaillé très finement sur ce sujet, mais on n'a pas plus d'expérience que ça. Nous, ce qu'on retient en fait, avec Julien Chopin, en fait, on a été chacun dans 5 écoles différentes, donc on a eu aussi une vraie grande diversité d'enseignement. Et on a eu des professeurs très marquants, notamment Patrick Pérez, un anthropologue qu'on a eu en première année, qui a totalement changé notre façon de voir notre métier, ou Jacques Boulet, qui était notre directeur de diplôme, qui nous a dit, en fait, quand vous sortez de l'école, il y a 3 options. Soit vous avez une famille qui vous entretient, et puis vous allez pouvoir passer plusieurs années en espérant avoir un projet, mais voilà. Soit vous allez dessiner dans une agence, mais vous allez vous retrouver à ne pas choisir, etc. Soit vous inventez votre propre accès à la commande. Parce que tout d'un coup, vous avez un regard, vous avez une vision, vous allez voir des élus, vous allez voir des entreprises et vous leur proposez des projets. Donc bien sûr, on a pris la 3e option, mais donc du coup, on a été assez marqué par ces enseignants-là. Je ne pourrais pas parler plus de manière plus générale sur l'enseignement tel qu'il est aujourd'hui. Moi, je sais que la question de la HMO, par exemple, qui est très technique, sur l'habilitation à la maîtrise d'œuvre, qui est une espèce d'internat en architecture, on a de grosses réserves sur cet aspect-là, parce qu'on pense que ça pourrait être pensé de manière vraiment comme des internes aussi en médecine, où on pourrait travailler dans des structures publiques et apprendre aussi. Moi, je pense énormément qu'aujourd'hui, il faut aussi renforcer la maîtrise d'ouvrage public, parce que c'est vraiment ce qui fait qu'on est une société, qu'on a une culture, une architecture, et qui fait qu'on est le pays le plus visité au monde, mais ça vient aussi de là. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces enjeux-là, mais je ne peux pas répondre dans le détail, parce que n'étant pas enseignant, je suis désolé de ne pas pouvoir vraiment répondre. Mais, voilà. Mais sûrement, c'est passionnant aussi de transmettre, c'est sûrement quelque chose qui arrivera, mais on se concentre sur faire avancer des sujets choisis. Voilà. Une dernière ? Dernière question. Ça viendra peut-être plus tard. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Nicolas Delon. Très bonne soirée à tous.